Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, journée mondiale de la pêche célébrée ce 21 novembre. Une célébration manquée par les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer affectés par la maladie mystérieuse. Néanmoins, ils n'ont pas manqué à interpeller l'État. Marche des travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise ce samedi. Ils exigent la relance de la commercialisation du sucre produit, espérant ainsi sauver leur emploi. La violation des accords signés avec l'État, l'arrêt de paiement des loyers irrite les habitants des immeubles démolis des Maristes. En sit-in, le collectif qui les regroupe dit ne rien comprendre de ce projet. Gestion des inondations entre incohérence et dysfonctionnement. Voilà notre article de la semaine qui se penche sur les conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les inondations. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Bienvenue à tous. Les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer ne célèbrent pas la journée mondiale de la pêche. Ils sont nombreux à rester au lit suite à l'affection de la maladie mystérieuse ces derniers jours notée dans leur localité. Les pêcheurs invitent néanmoins l'État à repenser leur secteur pour limiter les vagues d'immigration. Un reportage de Mamadou Lamine Fati. Une journée dédiée à la pêche artisanale. Nous sommes à Thiaroye-sur-Mer. Ici, la pêche reste l'activité principale des habitants. Avec ce phénomène de l'infection cutanée survenu ces temps-ci et l'interdiction de la pêche dans la zone, les pêcheurs de Thiaroye ne savent plus où donner de la tête. On est fatigué, nous n'avons que la mer comme ressource. Avec ces interdictions, où allons-nous vendre nos poissons? En plus, si l'État remet des licences de pêche à d'autres, qu'allons-nous devenir? On nous interdit l'immigration clandestine, donc ils n'ont qu'à se tourner vers nous. Leur interdire la pêche équivaut à leur arracher le pain de la bouche. C'est l'avis de Bassirou Ndiaye, coordonnateur de l'Alliance des Verts, venu visiter les pêcheurs alités de Thiaroye. Minimum de respect. Vous savez, si l'État du Sénégal veut arrêter l'immigration clandestine, il faut des investissements. Il ne suffit pas de donner un moteur à 1 million pour se braquer et dire ouais, j'ai tout fait, je suis le roi, je suis super, il faut me laisser ici. C'est pas ça, le pêcheur n'a pas besoin que de machines. L'essence coûte excessivement cher. Les licences, n'en parlons pas. On a 700 km de côte et pourtant nos pêcheurs vont en Guinée-Bissau, vont jusqu'en Mauritanie où ils reçoivent des balles. Donc je pense qu'on doit prendre en compte nos 700 km de côte. Ces pêcheurs infectés venus de Saint-Louis, de Mbour, de Thiaroye voudraient en cette période regagner la mer. Ils appellent les autorités à les assister davantage. Actuellement, les capitaines de pirogue n'ont plus de quoi envoyer à leur famille. Si tu interdis à des pêcheurs de ne pas aller à la mer, il faut trouver des moyens pour lui. Nous voulons retourner à la pêche. Ils ne prendront pas part à la journée de la pêche artisanale. Les pêcheurs infectés de Thiaroye, toujours alités, souhaitent reprendre tout simplement leurs activités de pêche. Et les travailleurs de la CSS exigent plus que jamais la relance de la commercialisation du sucre produit par leur compagnie. Ils l'ont fait savoir à l'occasion de la marche organisée ce samedi à Richard Toll, Momar Alisnian, Mokhtar Sek. Ils l'avaient promis et ils l'ont fait. Les employés de la compagnie sucrière sénégalaise ont battu le macadam pour dénoncer la situation dramatique dans laquelle vit leur entreprise. Pour ces derniers, il leur serait inadmissible d'assister à la faillite de cette usine qui a été léguée par de grands visionnaires. Il est hors de question que le legs de ces grands visionnaires ne soit remis à zéro
par une administration qui malheureusement aujourd'hui est en train de perdre de son orthodoxie, est en train de perdre de sa dignité. Quand un fonctionnaire n'est mû que par l'argent, il est prêt à faire tout pour l'argent, y compris tuer 8500 personnes, tuer une région où il y a au moins 150 000 personnes qui dépendent du fonctionnement de la CSS pour survivre. Nous poursuivrons ces faussaires en justice. Si l'État ne le fait pas, nous le ferons. Ils nous ont causé à nous tous un grand préjudice. Et cette marche sous ce soleil-là sera décomptée comme l'un des éléments du préjudice. Saluant la sortie du chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres, ces derniers disent l'attendre sur le terrain des actes. Malgré votre volonté, malgré la solennité de la déclaration en Conseil des ministres, le peuple sénégalais, la population de Richard Toll, tous les travailleurs et travailleuses de la compagnie sucrière attendent que des mesures urgentes permettant la reprise immédiate de nos ventes soient prises. Autrement, il sera trop tard. En attendant de savoir s'ils obtiendront gain de cause ou pas, ces employés de la compagnie sucrière sénégalaise continueront plus que jamais à mener ce combat qui est leur. Et pendant ce temps, les habitants des immeubles des maristes démolis sont très remontés contre l'État du Sénégal. Ils ont tenu un sit-in ce matin. Le collectif dénonce la violation des accords signés avec l'État, l'arrêt des paiements des loyers et dit ne pas comprendre le mystère autour de ce projet. Ndeye Marème Bakendoy est l'une des responsables du collectif. L'objectif de notre rencontre, c'est d'obliger la SNHLM à respecter les termes de l'accord. Nul ne doute qu'il y a un an, on est sorti de nos logements. Nos logements qui étaient payés, qui étaient des titres fonciers, que l'État nous avait vendus. Les gens ont coupé leurs ongles pour payer ces logements. Un bon jour, on nous dit que ces immeubles menacent rien. Il faut que vous sortiez. On a signé un mémorandum, un protocole d'accord avec la SNHLM. Au moment de signer le protocole, vous étiez tous là à la presse. Il y avait les représentants de l'État, il y avait le préfet. Donc, quand on est sorti, ils ont essayé de payer un an de loyer. C'est un an fini, ils ont arrêté. Ils ne payent plus. Et maintenant, le directeur de la SNHLM n'est plus en mesure de nous dire quand est-ce qu'ils vont reprendre les loyers et quand est-ce qu'un projet va démarrer sur ce site. On a vu il y a 24 heures qu'ils sont en train de construire un mur. Sans notre aval. Et sur ce protocole, il était question que tous travaux devaient associer le collectif et que des commissions étaient mises en place. Et ces commissions n'ont jamais travaillé parce que la SNHLM ne nous convoque pas, ne nous invite pas à travailler avec lui. Donc nous exigeons que nos loyers soient payés, nos arriérés de loyers soient payés, que nos indemnités soient données à date échue. Parce qu'il y avait des gens qui ont choisi, qui ne veulent plus rien faire avec la SNHLM, qui veulent récupérer leur argent et aller habiter ailleurs. Ces gens-là, il faut les payer leur location, leurs indemnités actualisées. Le prix de vente du kilogramme d'arachide est fixé à 250 francs CFA. Selon le directeur de la Sonacos, cela va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des paysans. Modou Diagne Fada déclare que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de la campagne arachidière. Seydina Mbaye, Seynabou Babou. 250 francs, c'est le prix fixé pour le kilogramme d'arachide. Une décision juste, selon le directeur général de la Sonacos. Pour Modou Diagne Fada, cette mesure est un moyen de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Pour la première fois, le kilogramme d'arachide va être acheté auprès du paysan à 250 francs CFA. Le directeur général de la Sonacos rassure. Selon lui, toutes les dispositions financières ont été prises pour le bon déroulement de la campagne arachidière qui débute le 23 novembre prochain. Cette mesure va enrichir le monde rural, va lutter contre la pauvreté dans le monde rural
et va permettre aussi aux producteurs d'y trouver son compte. Le directeur général de la Sonacos informe également qu'un montant de plus de 40 milliards est attendu pour le financement de la présente campagne de commercialisation de l'arachide. 50 millions pour la reprise des activités des sinistrés du marché Ocas. Un appui du nouveau ministre de l'Intérieur venu s'enquérir de la situation. Le khalife général des Mourides a accueilli Antoine Félix Diome, correspondance à Touba, Gorandaklo et Tchernofay. Après sa nomination à la tête du ministère de l'Intérieur, Antoine Félix Diome a effectué sa première visite officielle à Touba, où il a été accueilli par le calife général des Mourides. Une occasion pour Antoine Félix Diome de se prononcer sur la situation du marché Ocas. Le ministre de l'Intérieur annonce un appui financier pour accompagner les sinistrés. Amna yo xamanteni yu bari dina ko sumb jëmele ko ci dëkk bi su fekkente ni ci walu marché bi la li nga xamanteni moy yénem di décision. Le président de la République a pris l'engagement de moderniser les marchés centraux et rassurez-vous qu'après les études, nous allons démarrer les travaux pour faire d'Ocas un marché digne de son nom. Le président de la République compatit à la douleur des commerçants sinistrés et il va aussi les accompagner pour qu'ils reprennent leurs activités. ak képp kum ci war a jokkool ci dëkk bi waaye ngir mu jokkoo kenn ci dëkk bi buntu bi ñëpp xam nañ ni sëriñ bi yow la. Antoine Félix Diome annonce une réorganisation du marché Ocas pour éviter d'éventuelles situations. li ñuy wax ci tubaab bouche d'incendie tamit nga xamante ni ay ndox la yu ñuy faral di ay dencukaayu ndox yu ñuy faral di def ci dëkk bu mag bu mu toll rawatina dëkk bu mel ni nag Touba. Les bouches d'incendie seront refaites. Nous savons tous que la capitale du mouridisme joue un rôle essentiel pour le développement du pays, raison pour laquelle le chef de l'État entend accélérer le projet de modernisation des marchés centraux et Ocas en fait partie. Marché bi ba nga xamanteni dina doon marché bu tollo ak deppo ak jamono ba ñu mën ca liggéey niñ ko xamé fi ci Touba. Touba mom liñ leen xamé moy té loolu la sëriñ bi sancé dëkk bi moy jaamu yalla ak liggéey. Une visite magnifiée par le calife général des Mourides qui, par la voix de son porte-parole, salue l'engagement du gouvernement. dégg na kàddu yi nga xam ne wax nga ko léegi itam. dégg na kàddu yi nga xam ne wax nga ko itam. ci li ngeen bëgg a jëmee ci dëkk bi. ci li ngeen bëgg a jëmee ci dëkk bi. xalaat yi ngeen ci am. ak xalaat yi ngeen ci am. mi ngi ñaan suñu borom mottali ko. mi ngi ñaan suñu borom mottali ko. ba ñi nga xam ne ñoo ci loro woon ñëpp. ba ñi nga xam ne ñoo ci loro woon ñëpp. la ci diisoon ci ñoom lépp oyofaat. la ci diisoon ci ñoom yëpp oyofaat ci ñoom. Après la résidence Khadimoul Rassoul, le ministre de l'Intérieur s'est rendu au marché Ocas où il a rencontré l'association des commerçants. Autre chose, le Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes ne sert à rien. La politique de l'emploi au Sénégal est mal structurée. Opinion du RADEM qui se prononçait sur l'immigration irrégulière qui aurait un lien direct avec les politiques d'emploi du Sénégal. La Fondation Friedrich Ebert et le Réseau pour la défense des droits des migrants ont tenu un séminaire de 3 jours, un compte rendu de Boubacar Dia. Cet atelier se penche sur le retour en force de l'immigration irrégulière et la politique de l'emploi au Sénégal, une politique qui, selon le Réseau pour la défense des droits des immigrés, reste mal organisée, même si des efforts sont notés. Effectivement, les cadres existent, mais il y a un doublement au niveau de la mise en œuvre. Il n'y a pas une coordination d'action qui permettrait à ces différentes institutions de pouvoir mieux communiquer, mieux organiser, une sorte de standardisation, si vous voulez, des actions de l'État. Cela n'existe pas et c'est ce qui fait qu'au niveau du terrain, on n'arrive pas à avoir les résultats escomptés, mais les jeunes aussi n'arrivent pas à avoir la bonne information puisque non seulement ils n'ont pas la bonne orientation, mais ils ne savent pas vers où s'orienter pour avoir une bonne formation, pour avoir un financement, pour être accompagnés donc dans leur projet. En Conseil des ministres, le chef de l'État décide de la mise en place du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Pour le RADEM, c'est inutile. Mettre un terme ou diminuer en tout cas le clientélisme, parce que nous pensons que c'est plus pour caser ou satisfaire des mécontents que pour effectivement régler la question, la problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes.
En termes de recommandations, le RADEM exhorte les États africains à revoir les traités qui les lient à l'Union européenne pour garantir aux jeunes la possibilité de faire une émigration régulière au lieu de braver la mer au risque de leur vie. La rentrée des clubs Eden s'est déroulée dans un contexte particulier. La COVID-19 et l'immigration clandestine ont été au centre de l'attention des enfants qui plaident une vigilance de tous, un compte rendu de Mamadou Lamine Fati. La COVID-19, l'immigration clandestine chez les enfants était au cœur des débats lors de la rentrée scolaire des clubs Eden. Les enfants ont pris la parole pour sensibiliser et dénoncer ce phénomène de l'immigration. C'est possible de réussir en Afrique parce que c'est nous qui devons relever notre pays. C'est nous qui devons relever le continent africain. Parce que nous devons y croire. Nous devons croire que c'est nous et pas d'autres. Ce ne sont pas des Européens qui vont venir ici et développer l'Afrique. C'est nous, jeunes d'Afrique, qui devons nous rester ici et nous battre pour l'Afrique. La place de l'enfant n'est pas dans l'immigration clandestine. La place de l'enfant, c'est à l'école ou dans sa famille. L'enfant n'est pas à l'âge de travailler pour prendre les pirogues. Avec l'ouverture des classes, les enfants des clubs d'éducation des droits de l'enfant appellent à la vigilance et au respect des mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Alors, nous, en tant qu'enfants de l'EG, nous nous sommes engagés à ce combat, lutter contre la pandémie que nous avions démarré depuis des mois en créant un forum de discussion où nous partageons des messages de sensibilisation et nous sommes parvenus à sensibiliser beaucoup de monde. Après 31 ans de lutte pour les droits des enfants, le président des réseaux des éducateurs de Eden se dit satisfait de l'appropriation des droits par les parents. À travers les activités que nous menons, on sent une nette adhésion des parents. Et on voit maintenant à travers ces activités aussi qu'on a intégré la dimension éducation parentale qui permet aussi de former et de sensibiliser les parents. Pour l'atteinte des objectifs, les partenaires ont joué un rôle essentiel dans l'accompagnement. Je pense qu'il y a eu des avancées assez significatives, mais ces avancées ne nous permettent pas de nous dire de dormir sur nos lauriers, d'autant plus que cette année est marquée par une crise sanitaire qui, au-delà d'engendrer des défis sanitaires, elle engendre aussi des défis liés aux droits de l'enfant. Parce que beaucoup d'études ont montré que pour ce genre de crise-là, si on ne prête pas attention, les droits des enfants risquent de reculer. Donc d'autant plus, nous devons encore davantage nous mobiliser pour pouvoir accompagner nos partenaires sur le terrain pour renforcer tout ce qui est sensibilisation, renforcement de capacité sur les questions de droits de l'enfant et de participation. La rentrée des clubs Eden s'est faite dans un contexte particulier. La COVID-19 et l'immigration clandestine ont attiré l'attention des enfants des clubs Eden qui plaident pour une vigilance de tous. En visite à Rufisque, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale s'est arrêtée aux locaux de l'association départementale des amis et parents d'enfants inaptes de Rufisque qui travaillent dans l'encadrement de personnes vivant avec un handicap. Des points de convergence avec l'ADAPI vont permettre de mieux soutenir les couches vulnérables selon Aminata Sow, déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale au micro de Babacar Seck. La séance de travail nous a permis de mieux comprendre les activités de l'ADAPE et ça a été aussi une occasion pour la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale d'expliquer ses missions et de voir les points de convergence là où nous pouvons collaborer au bénéfice des personnes vivant avec un handicap. Comme vous le savez, la délégation a pour mission, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a pour mission de lutter contre les inégalités sociales et de lutter contre la pauvreté. Et là, l'association et sa mission également est d'encadrer les personnes vivant avec handicap, de soutenir les personnes vivant avec handicap, de permettre leur inclusion sociale. Donc là, nous avons des points de convergence et puisque nous devons coordonner la politique de protection sociale,
Donc ce qu'ils font rentre dans le cadre de nos missions. Nous devons non seulement capitaliser, mais accompagner pour faciliter en tout cas le noble travail qu'ils sont en train de faire. Direction Saint-Louis où l'université Gaston Berger a fêté ses 37 lauréats au concours CAMES 2020, une première édition qui a vu la mobilisation de toute la communauté universitaire. Moma Halisnian, Mokhtar Seck. L'université Gaston Berger de Saint-Louis vient de fêter ses lauréats au concours CAMES de l'édition 2020. Il s'agit de 37 lauréats répartis dans l'ensemble des facultés de la deuxième université du pays. Ils sont répartis dans toutes les UFR de notre institution. Il s'agit aussi des différents grades du CAMES, maître assistant titulaire, maître de conf titulaire, professeur titulaire. Et s'il s'agit d'agrégation, ils sont tous des maîtres de conférence agrégés de professeurs titulaires. Donc vraiment, c'est un grand événement pour l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Du côté des récipiendaires, l'on se réjouit de l'organisation de cette fête tout en invitant les plus jeunes à hisser le flambeau de l'université Gaston Berger. Je remercie vraiment les autorités universitaires, surtout que la promotion qui est la nôtre a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, a le privilège d'avoir bénéficié en premier d'une telle cérémonie. C'est pour encourager ceux qui doivent venir plus tard à bien préparer le dossier et à nous procurer des résultats aussi importants, sinon meilleurs. De leur côté, les autorités universitaires s'engagent plus que jamais à mettre enseignants et étudiants dans les meilleures conditions pour préserver le culte de l'excellence à Sannar. Seni May, meilleur étudiant de l'année de l'université Waterloo au Canada, il a reçu son prix des mains de l'ancienne secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean. Le jeune Sénégalais a fait des études en développement international. Ici au Sénégal, il aide des jeunes à bénéficier des mêmes opportunités que lui. Le compte-rendu est signé Boubacar Dia. Le baccalauréat en 2013 à Yavuz-Selim, Seni Mbaye quitte Dakar en 2014 pour l'université de Waterloo au Canada pour des études en développement international. Aujourd'hui, il reçoit le prix du meilleur étudiant de l'année des mains de Michael Jean. C'est un grand honneur. Avant tout, je pense que mes parents m'avaient envoyé au Canada et aux États-Unis, avaient investi énormément pour que je devienne quelqu'un. Je ne dis pas que je suis devenu quelqu'un, mais je pense que j'ai eu l'occasion de leur rendre fier à travers ce prix. Comme disait l'ambassadeur tout à l'heure, cette année, il y a 5000 étudiants sénégalais au Canada. Et sur ces 5 000, je suis celui qui a reçu ce prix. À son retour au Sénégal, Seni met en pratique son expérience en investissant dans l'éducation des jeunes. Et après avoir fait 2 mois ici, je me suis aussi occupé à faire quelques tâches de bénévolat. Et quand j'étais au Canada, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec quelques-uns de mes amis, d'anciens camarades de classe, que je salue au passage. Et on a mis en place ensemble une ONG qui s'appelle Senegalese School of Success. Et ce qu'on fait est qu'on essaie d'aider les jeunes élèves sénégalais, les étudiants du lycée, à avoir accès aux informations, aussi à toutes les ressources qu'ils auront besoin pour pouvoir continuer leurs études au Canada, comme ça a été mon cas et aussi le cas de certains de mes autres camarades de classe, d'anciens camarades de classe. L'ancienne secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie n'a pas manqué de faire des témoignages. Seni Mbaye, sachez que votre passage à l'université de Waterloo demeure, je dirais, exemplaire. Nous chercherons à voir comment nous pouvons aussi vous accompagner dans vos initiatives ici. Je ramène aussi la réflexion que vous avez partagée avec moi au sujet de l'accompagnement des étudiants internationaux à l'université de Waterloo. Et je veux vous souhaiter la meilleure des chances. Vous êtes un exemple et vous êtes une référence. L'ambassadeur du Canada au Sénégal a saisi cette occasion pour rappeler le 13e Salon de l'éducation
35 institutions vont participer à ce rendez-vous virtuel qui se tient du 25 au 26 novembre 2020. Direction la Mauritanie avec cette nouvelle vague de la pandémie du coronavirus en République islamique de la Mauritanie. Les autorités ont constaté depuis une semaine l'augmentation des cas qui a fait craindre la recrudescence de la pandémie dans le pays. Le comité interministériel chargé du suivi de la COVID-19 a étudié au cours d'une réunion les mesures préventives à prendre pour freiner la propagation du coronavirus en Mauritanie. Élection au Burkina Faso, les trois principaux candidats à la présidentielle, dont le président sortant et favori Marc Roch Christian Kaboré, ont bouclé hier leur campagne avec de grands meetings avant le scrutin de ce dimanche placé sous la menace terroriste. Des membres des forces de sécurité, dont le nombre n'a pas été révélé, ont été déployés dans tout le pays. La crainte d'attaques terroristes le jour du vote est dans tous les esprits, alors que les violences ont fait au moins 1200 morts depuis 2015 et que des pans importants du territoire échappent au contrôle de l'État à raison de cet harcèlement djihadiste quasi quotidien. Le pays vit ses heures les plus sombres depuis l'indépendance de 1960. En 2 ans, le nombre de déplacés par ces attaques a augmenté de façon exponentielle jusqu'à atteindre le million, soit 5% de la population. Le double scrutin présidentiel et législatif ne pourra se tenir sur au moins 1/5 du territoire. À présent, place à votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine. Sud Quotidien est à l'honneur ce samedi. Nos confrères sont revenus largement sur les conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les inondations, avec comme titre gestion des inondations entre incohérence et dysfonctionnement. Elhadj Malick Cissé qui s'est entretenu avec notre confrère Fatou Ndiaye. Le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion des inondations a enfin livré ses conclusions. Un rapport de 344 pages qui, aux yeux de Sud Quotidien, montre à suffisance les incohérences et les dysfonctionnements notés sur le plan décennal de lutte contre les inondations. Le titre entre incohérence et dysfonctionnement, après avoir parcouru le rapport, volumineux de 332 pages, on a constaté que beaucoup de manquements ont été décelés par les parlementaires. Il s'agit entre autres de l'absence d'infrastructures dans certaines zones, déficit d'infrastructures, c'est la même chose. Il y a aussi une différence dans l'appellation du plan décennal entre les ministères ou les directions qui sont en charge de la prise en charge de la question des inondations. Toujours, si on se base sur le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale, des réalisations ont eu lieu. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et les députés l'ont confirmé après avoir parcouru plusieurs départements du pays. Par exemple, il y a des régions, comme le cas de Sédhiou ou la région de Tambacounda, où il n'y a pas d'infrastructure du tout. Or, dans la région de Dakar, les parlementaires l'ont aussi relevé, 70% des infrastructures sont concentrées dans la région de Dakar. Donc il n'y a pas une équité entre Dakar et les régions de l'intérieur. Un plan décennal qui étale ses failles, mais aussi des manquements dans la gestion. On peut en citer pluralité de direction ou encore des différences sur les montants injectés. On s'est basé surtout sur des propos de responsables, tels que le directeur de l'ONAS et le ministre des Finances, qui ont eu à relever des manquements. Par exemple, à l'ONAS, il n'y a pas des structures qui bénéficient
de montants pour réaliser des ouvrages d'assainissement. Et dans le rapport que nous avons parcouru, le directeur a dit aux parlementaires que ces mêmes structures viennent à sa direction pour demander un peu de soutien afin de réaliser des ouvrages d'assainissement, ce qui est un peu incohérent à notre avis. Dans le rapport, il est aussi apparu d'autres causes, comme par exemple des lotissements qui sont mal faits, des zones occupées et qui ne devraient pas l'être, comme à Kermassar, et qui n'ont pas aussi d'infrastructures. Le montant prévisionnel du financement du plan décennal de lutte contre les inondations était estimé à 767 milliards de francs CFA et seuls 291 milliards ont été mobilisés, un montant qui a intrigué les parlementaires. Le coût initial est de 767 milliards, mais d'après la conclusion issue du rapport, c'est seulement 291 milliards 390 millions et poussières qui ont été mobilisés. Pourquoi? Parce qu'il est aussi apparu dans le rapport que les autorités ont privilégié d'autres projets, tels que le TER. Il y a aussi KMS 3 au détriment de la gestion des inondations. Donc les inondations, c'est en quelque sorte une solution temporaire. Pour ma consoeur, ces incohérences et ces dysfonctionnements ne peuvent pas rimer avec une gestion efficiente d'un phénomène aussi préoccupant que les inondations. Le travail est fait en deux parties parce que, premièrement, le débat sur les inondations était le financement. Donc, en premier, on a jugé nécessaire de revenir un peu sur les différentes déclarations de direction, les sommes injectées. Donc, pour revenir encore sur les manquements constatés. Donc, parce que le rapport est volumineux, comme je l'ai dit tantôt, mais il y a plein d'informations là-dessus que nous, journalistes, par exemple, si nous étions sur le terrain, nous n'aurions pas eu l'occasion d'avoir toutes ces informations-là. À mon avis, on ne peut pas avoir plusieurs directions, plusieurs ministères qui s'occupent d'une même question, alors qu'à chaque instant, on constate des manquements. Ça, à mon avis, on doit trouver des solutions pour un peu assurer la coordination de ces différentes entités-là qui s'occupent de la question. Le rapport de la mission d'information sur la gestion des inondations contient donc 344 pages avec des photos, des illustrations, des précisions, des statistiques. Cette mission est composée de 15 parlementaires, dont 10 députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, 3 députés du groupe parlementaire libéraux et démocrates et 2 députés des non-inscrits. La semaine du Burkina se poursuit. Retrouvez tout à l'heure Hassan Gueye. À suivre également un plateau spécial sur l'immigration clandestine avec Boubacar Diallo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes et vous donne rendez-vous demain pour une autre édition à 19h45. Bonsoir.